bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle émission en live qu'on a décidé de faire pour rebondir aussi sur l'actualité. On s'est dit que peut-être la survenue de ce deuxième confinement allait pouvoir occasionner pour certains des questions. Bon, après, vous nous direz ce que vous en pensez. Moi, j'avoue que c'est pas du tout le même confinement que le premier en ce qui me concerne, au point que quand je sors de chez moi, j'oublie complètement qu'on est confiné, parce qu'il y a quand même du monde, même si c'est vrai que c'est un peu plus calme, ce qui est pas pour nous déplaire. Voilà, bienvenue dans ce live Vigo TV. Alors, on a dit d'ailleurs qu'on allait changer notre titre parce qu'on s'est dit que Covid, c'est intéressant, c'est utile, mais il n'y a pas non plus que le Covid dans la vie. Et que c'était intéressant, on l'a vu avec l'intervention la dernière fois de Christophe André, avec l'intervention de nos kinés, nos diététiciennes, etc., d'élargir un peu le champ des échanges qu'on peut avoir avec vous et des discussions et des thématiques qu'on peut aborder. Donc, dorénavant, notre émission s'appelle, Clémence, dis-moi exactement le nom et l'ordre. Live Vigo TV, je crois. Live Vigo TV, voilà. Donc, avant qu'on commence dans les réponses aux questions que vous nous avez envoyées, nous rappelons les règles de fonctionnement qui sont qu'on désactive son micro pour limiter le risque d'écho et d'interférence qui ferait que personne ne se comprendrait bien. Mais par contre, n'hésitez pas à intervenir par écrit dans la fenêtre de chat afin de rebondir sur ce qu'on dit, d'ajouter des questions que vous n'auriez pas eu le temps, l'occasion ou la présence d'esprit de nous envoyer avant. Étant donné qu'on est là sur une vingtaine de participants, il ne faut pas hésiter. On n'a pas eu beaucoup de questions, donc n'hésitez pas si vous voulez faire des remarques ou nous demander de creuser un peu plus certaines des questions qu'on va aborder. Je passe la parole à l'équipe de choc, en commençant par Clémence. Et oui, bonjour, Clémence de Maison. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je coordonne les programmes d'éducation thérapeutique en rhumatologie à l'hôpital Lariboisière. Aujourd'hui, je vous propose d'être votre porte-parole et de poser les questions que vous m'avez précédemment envoyées par mail au docteur Frazier. Olivier Père, je suis coordinateur nouvellement depuis très peu de temps de la plateforme d'éducation thérapeutique du Val d'Oise et également hypnothérapeute à l'hôpital de Gisors. Et je vais m'occuper de poser les questions que vous posez sur le chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous pouvez accéder au chat en cliquant sur le bouton « Converser » qui, en général, est en bas de votre écran. Il se peut que le bandeau soit en haut. Voilà, vous posez vos questions et je les poserai également au docteur Frazier. C'est parti. Donc la première question est donc sur le Covid, la Covid, je ne sais pas vraiment comment on dit. J'aimerais savoir si une personne qui a eu le Covid peut être encore porteuse du virus et le transmettre, surtout en étant en contact de personnes fragiles. Alors, c'est une question, c'est la seule question qu'on a eue sur. Alors, moi, je dis le Covid par esprit de rébellion, parce que j'ai toujours pris l'habitude de dire comme ça avant qu'on me dise qu'il fallait dire autrement. Donc, du coup, en fait, cette question, elle peut couvrir un champ très large. Donc, j'ai essayé de la décomposer en plusieurs sous-questions pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Donc la première question, celle qui est la plus proche de la question posée, c'est finalement combien de temps une personne atteinte par le Covid va être contagieuse. Mais il y a aussi finalement derrière, ça va recouper la question de combien de temps aussi on va être immunisé et est-ce qu'on peut se réinfecter. Parce que gardez en tête que finalement les personnes contagieuses sont avant tout les personnes malades. Alors, quand on attrape le Covid, combien de temps on est contagieux ? On sait que le diagnostic de Covid, il est posé sur la détection
du virus par le fameux test PCR, vous l'avez compris maintenant, c'est le fameux coton-tige dans le nez ou dans le fond de la gorge qui permet de recueillir un petit peu des sécrétions qui sont présentes dans la sphère ORL et on analyse ça avec des techniques de détection génétique. La PCR, c'est ça, et ça permet de trouver des morceaux de génome du virus et donc de dire il y a des morceaux de virus dans ce prélèvement. Donc, c'est très sensible, c'est-à-dire que même s'il y a une seule particule virale, ça peut la détecter quasiment. C'est vraiment une technique très efficace et très spécifique parce que chaque type de virus a son génome particulier et donc, si on trouve quelque chose de positif sur ce type de test, c'est forcément le bon virus, ça ne peut pas être un autre virus qui croise. Ça, c'est clair. Alors, lorsqu'on détecte le virus par ce test PCR, on pose le diagnostic de Covid. Ce test, il peut être proposé dans deux circonstances. Soit parce qu'on est malade, on a des symptômes évocateurs, et à ce moment-là, on fait le test. Soit on n'est pas malade, mais on a eu un risque de contagion, c'est ce qu'on appelle les cas contacts. Donc, la personne chez qui on a fait le test pour les symptômes, on va mesurer l'évolution de la maladie à partir du jour des premiers symptômes, ce qu'on va appeler le J0. Et on va considérer qu'on a en fait une quantité de virus dans l'organisme qui est maximale jusqu'à à peu près le 7e jour et qui va redescendre après progressivement. Et les personnes qui font des formes de Covid qu'on appelle les Covid graves, qui ont besoin d'être hospitalisées, etc., c'est plutôt entre 7 et 10 jours après ce J0 qu'on voit apparaître ces complications. La contagiosité, elle est maximale pendant la période du début de l'infection. C'est la période où la maladie est liée principalement à la présence du virus. La forme grave, vous aviez entendu parler ce terme de tempête cytokinique, elle est plutôt dans la 2e semaine, dans le J7, J10. Ça, c'est une forme qui est finalement des symptômes qui ne sont pas liés à la présence du virus en grande quantité dans le corps, mais plutôt à la réaction immunitaire que notre corps a suite à la stimulation par ce virus. Donc finalement, dans cette 2e période, on est moins contagieux, même si on est malade. En pratique, qu'est-ce qui a été proposé par les scientifiques, le conseil scientifique, etc., pour gérer ce risque de contagion des personnes malades? C'était de dire jusqu'au 7e jour après le début des symptômes, on met les personnes en quarantaine, on leur demande de ne pas avoir de contact parce que c'est vraiment la période où elles sont les plus contagieuses. Et probablement, on est aussi contagieux dans les quelques jours qui précèdent l'arrivée des symptômes. Donc, entre 48 heures avant les symptômes et 7 jours après, c'est là la période de contagiosité maximale et c'est là la période du coup où on recommande l'isolement. Par précaution, on a aussi dit que tant qu'on avait des symptômes, on préférait quand même que les personnes soient en isolement parce que si elles ont une maladie plus sévère, c'est peut-être parce qu'elles ont une quantité de virus en elles plus importante aussi. Et donc, on dit aussi qu'on attend 2 jours après la fin des symptômes pour autoriser la levée de l'isolement. Ça dépend aussi un peu des symptômes, c'est-à-dire qu'un symptôme comme la toux, l'essoufflement, on sait qu'il y a beaucoup de virus dans la sphère ORL et dans les poumons, donc c'est très contagieux. Quand le symptôme, c'est la perte d'odorat, la perte de goût, ça peut persister en dehors de la période de contagion et ce n'est pas un symptôme qui va aussi occasionner une plus grande contagiosité, ce n'est pas comme la toux qui va disperser du virus. Donc globalement, gardez cette notion c'est surtout pendant la première semaine de l'infection que l'on est à risque de transmettre le virus lorsqu'on est atteint. Ensuite, on n'est plus contagieux quand on a eu la maladie. Par exemple, quelqu'un qui a été malade au mois de septembre, qui a été soigné, etc., qui a survécu, super, et qui maintenant va bien ou a des symptômes séquelaires comme l'odorat qui n'est pas complètement revenu ou une fatigue, c'est des choses qu'on observe, il est plus contagieux, c'est sûr. D'accord ? Donc, c'est ça qui est important.
Donc, si vous avez eu le Covid il y a quelques semaines et que vous vous demandez si vous pouvez aller voir une personne fragile que vous connaissez, oui, vous pouvez par rapport à ce risque de Covid, il n'y a pas de raison. Par rapport à votre première infection Covid. La question, c'est si vous l'avez eu en mars, est-ce que vous pourriez l'avoir à nouveau? Parce que si vous le réattrapez, à ce moment-là, vous redevenez potentiellement contagieux. Et ça, cette question-là, c'est la deuxième partie, elle n'est pas tout à fait complètement résolue. On a quand même l'impression que la plupart des gens qui l'ont eu une fois, pour l'instant, sont protégés, mais tout de même, il y a quelques cas de personnes qui l'ont eu une fois, on est sûr que c'était ça, qui ont eu une résolution de leurs symptômes et qui refont une deuxième fois la maladie Covid. Ça existe, ça a l'air assez rare. L'autre chose que l'on sait, c'est qu'il y a eu des études qui ont été faites suite à la première vague pour regarder le taux d'immunisation des gens. Et ce que l'on voit, c'est que les personnes qui ont fait le Covid ont développé des anticorps contre le microbe et que ces anticorps ont tendance à diminuer en taux détectable sur les prises de sang lorsqu'on les suit de manière régulière. Et donc, il est possible qu'au bout d'un moment, ces anticorps disparaissent ou ne soient plus détectables. Pour l'instant, les données les plus solides disent quand même qu'ils persistent au moins 6 mois. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas savoir s'ils persistent 1 an dans la mesure où personne n'a été malade il y a plus d'1 an. Donc, on ne peut pas avoir la donnée puisqu'on n'a pas le matériel pour l'évaluer, le matériel humain, entre guillemets. Voilà. Donc, on ne peut pas savoir pour l'instant si cette immunité dure plus longtemps ou non selon les personnes. Mais on sait que sur certaines personnes, et moi j'en ai l'expérience sur des personnes qui me l'ont rapporté, effectivement, on a vu le taux d'anticorps diminuer progressivement. Et donc, on peut imaginer que quelqu'un qui a eu des anticorps mais n'en a plus, n'est peut-être plus protégé contre le Covid. Ça reste encore avec, vous voyez, plein de points d'interrogation. Mais ça veut dire tout de même que même si vous avez été malade, c'est peut-être plus raisonnable de continuer de respecter les mesures barrières de manière sérieuse. En tout cas, quand ça fait plus de 3-4 mois que vous avez été malade, on ne sait pas si vous êtes complètement encore protégé à distance. La troisième question, peut-on se réinfecter? Du coup, j'ai répondu. Il y a quelques cas de réinfection, pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-uns de rapportés. Donc, il faudra aussi être vigilant. Et puis, comme je vous l'avais déjà dit, de toute façon, déjà, de par les règles administratives et nationales qui ont été fixées, on est tous contraints de les respecter. Il n'y a pas de passe-droit pour les gens qui montreraient qu'ils ont eu le Covid pour ne pas porter de masque. Tout le monde porte un masque. Et puis, d'autre part, je trouve que par, je sais pas, amabilité, politesse, entre guillemets, se présenter devant des gens sans masque lorsqu'on ne les connaît pas et qui ne sont pas au courant, eux, de votre historique. C'est sûr que Donald Trump, lui, peut aller partout sans masque. Tout le monde sait qu'il a eu le Covid. Mais voilà, pour nous autres faibles humains, c'est un petit peu plus délicat. Donc, par prudence pour votre santé, mais aussi par convention sociale, on sera tous obligés de toute façon de continuer de se protéger. Voilà. Donc, on ne peut pas être porteur sain si on a eu le Covid. A priori, quand même, ce serait vraiment un truc bizarre, quoi. Qu'en est-il des consultations, du coup, Aline? Est-ce qu'elles sont maintenues à l'hôpital et comment ça se passe? Alors, justement, il y a eu une discussion à ce sujet à la réunion là, des chefs de service qui s'est tenue mercredi. La décision, ce qui est proposé, c'est la volonté, c'est de pouvoir permettre aux gens d'avoir une continuité des soins, de ne pas faire une interruption de soins comme on l'a fait pendant la première vague. Donc, dans la mesure du possible, on essaye de garder tous les soins
y compris les soins ambulatoires, et on est soutenu pour ça par la direction de l'hôpital. Par exemple, là, en rhumato, on n'a fermé aucun lit à ce stade, même si les gens qui viennent en hospitalisation de rhumato, ce n'est pas forcément des questions vitales et que ça pourrait attendre, mais voilà, ça a déjà attendu pendant la première vague. Donc là, il y a une vraie volonté de conserver l'offre de soins normale. Donc, les consultations restent ouvertes. Ensuite, si on estime qu'une téléconsultation serait suffisante, ça c'est une estimation qui peut être faite par nous comme par vous, à ce moment-là, on peut en faire la demande. Donc, par exemple, nous, on a certains médecins qui ont des facteurs de risque et qui donc préfèrent, dans la mesure du possible, favoriser la téléconsultation et ne faire des consultations sur place que pour des patients pour lesquels ils ont besoin vraiment de les examiner, ils ne peuvent pas gérer à distance. On a certains patients qui ont des appréhensions, pas forcément sur le déroulement de la consultation en lui-même, mais plus sur les transports pour venir, etc. À ce moment-là, vous pouvez tout à fait demander à ce qu'on transforme cette consultation sur place en téléconsultation. Voilà. Je ne vous cache pas, et pour en avoir discuté avec mes collègues et même les collègues des autres services, que la téléconsultation nous a rendu de grands services, mais qu'on en voit aussi les limites, parce que déjà, on n'a pas l'habitude de faire comme ça, donc ça nous demande pas mal d'efforts de concentration pour réussir surtout quand c'est au téléphone, quand on n'a pas réussi à avoir la visio, etc., pour réussir à obtenir les mêmes informations que ce qu'on obtient sur une consultation sur place. Et cette concentration fait que, contrairement à ce qu'on fait quand on vous voit dans le box de consultation, où vous avez dû remarquer, on fait un peu 3 choses à la fois, on vous examine, on recueille les informations que vous nous donnez, on écrit en même temps, on commence à rédiger l'ordonnance, on fait un peu tout à la fois, on condense et du coup on est assez efficace pour aller assez vite. Ça, on n'arrive pas à le faire à distance du coup, parce que ça nous demande un niveau de concentration, une espèce de projection de l'image quand on ne vous voit pas, etc. Donc ça fait que pour nous, la téléconsultation nous prend plus de temps finalement. Et l'autre écueil, c'est le temps de secrétariat, puisque c'est très facile de vous donner les ordonnances, organiser les choses pour que toutes les ordonnances soient prises, enregistrées dans votre dossier, mises sous pli et envoyées par la poste. Ça prend du temps de secrétariat qu'on n'utilise pas d'habitude en consultation, et donc ça veut dire libérer du temps de nos secrétaires, ce qui n'est pas toujours facile, en particulier en ce moment, puisqu'on en a moins que d'habitude. Donc pour toutes ces raisons, nous, pour le moment, on essaye quand même de garder beaucoup de consultations sur place. Mais si vous, pour vous-même, ça vous semble soit compliqué, soit pas prudent et que c'est source d'angoisse, mon conseil, ce serait n'annulez pas tout unilatéralement. Vous savez comme c'est difficile de prendre des rendez-vous chez nous, mais plutôt faites cette demande de est-ce que ce serait possible éventuellement de basculer. Une option, ça aurait été pour nous de regarder toutes nos listes et de décider qui on bascule en téléconsultation, qui on garde sur place. Mais le problème, c'est que finalement, on n'est pas très doué pour faire ça, parce que on ne peut pas savoir avant de vous voir comment vous allez. Et ceux qu'il faudrait voir vraiment sur place, c'est en particulier les personnes qui sont sur un déséquilibre ou une nouvelle douleur ou quelque chose comme ça. Et ça, ce n'est pas possible pour nous en fait de savoir à l'avance. Donc, si vous trouvez par exemple que tout est très stable, ça s'est bien passé, vous avez bien fait votre suivi, vous n'avez pas eu de difficultés particulières depuis la dernière fois, peut-être vous pouvez vous dire, bon, je pense qu'il est très probable que de toute façon, on va être sur un simple renouvellement d'ordonnance, qu'il n'y a pas de choses pour lesquelles j'ai des interrogations sur mon état, etc. Alors là, peut-être on peut faire à distance, mais s'il y a des doutes, etc., on aura besoin plus probablement de vous faire venir. Il y a des questions sur les aspects de la prévention, on va dire.
Notamment une question par rapport aux gestes barrières. Est-ce que toi qui connais un certain nombre de médecins hospitaliers, quel sentiment tu as par rapport aux gestes barrières? Est-ce que tu penses que ça sera suffisant pour endiguer l'épidémie? Et toujours dans la prévention, la deuxième question se rapporte plus à la vaccination contre la grippe qui est d'actualité en ce moment. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou pas? Alors, je vais commencer par la vaccination contre la grippe parce que c'est la question plus facile. C'est très simple. Oui, il faut se faire vacciner contre la grippe, en particulier quand on a une maladie chronique sous traitement de fond, immunosuppresseur ou immunomodulateur. Ce sont les recommandations du Haut Conseil de la santé publique depuis 2012. Et donc, quel que soit votre âge, à partir du moment où vous êtes exposé à une biothérapie ou à un traitement de fond type méthotrexate, plaquenil, sulfasalazine ou des choses comme ça, vous êtes parmi les personnes considérées à risque et pour lesquelles le vaccin est recommandé. Donc j'ai mon petit badge, j'ai fait mon vaccin lundi, professeur Orcel qui m'a vacciné, parce que moi j'ai une recommandation pour le faire en tant que professionnel de santé. L'idée principale, enfin moi la motivation principale, c'est si je tombe malade, qui va faire mon boulot. Donc c'est pour ça que je l'ai fait, mais c'est aussi un petit peu quand même pour pas risquer de contaminer mes patients, même si avec les gestes barrières, je pense pas que je contaminerai mes patients de la grippe grâce au masque. Alors, en ce qui concerne le respect des gestes barrières et son rôle finalement dans la prévention de l'épidémie, je pense tout de même, mais bon, je vous parle un peu sur le sentiment que j'ai à vue de nez sur cette deuxième vague. D'après ce que me disent mes collègues, puisque moi je ne suis pas allée en unité Covid, mais voilà, on se renseigne un petit peu auprès de ceux qui gèrent ces unités actuellement sur la Riboisière. Le sentiment que l'on a, c'est que le profil des personnes hospitalisées est pour l'instant moins grave que pendant la première vague. Est-ce que c'est parce que la première vague était, enfin tous les gens un peu moins graves finalement restaient chez eux parce qu'on était vraiment saturés, ou voilà, là, tant qu'on peut prendre les gens même dans des états pas trop alarmants, bah, si on estime qu'il y a une indication à les prendre, on les prend. Peut-être qu'on les prend voilà, plus tôt dans la maladie. Peut-être aussi qu'on les soigne mieux ou plus tôt aussi pour éviter la dégradation. Mais une hypothèse aussi sur ce profil de gravité moins important est celle de l'impact des masques, puisque il se dit que le fait d'être contaminé par une moins grande quantité de virus pourrait faire qu'on fait la maladie sous une forme moins grave. Donc ça voudrait dire que les masques limiteraient l'intensité de l'infection pour ceux qui l'attrapent en dépit des masques. Mais ça voudrait dire aussi que même avec les masques, on peut tomber malade. Oui, parce que maintenant c'est bien clair, et ça c'est quelque chose qui n'était pas clair au début de l'épidémie, qu'il existe ce phénomène d'aérosol. Hein. Donc les aérosols, c'est ce qu'on observe par exemple avec le microbe de la tuberculose ou avec le virus de la grippe, c'est le fait qu'on puisse avoir des particules virales qui flottent dans l'air et du coup qui puissent être vraiment des particules très 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 petites, si bien qu'un masque standard, que ce soit un masque en tissu ou le masque chirurgical, ne protège pas de ces aérosols. Voilà. Hein, on dit c'est un petit peu comme de la fumée de cigarette qui flotte dans une pièce et ça persiste dans l'air, et c'est pour ça que là vous entendez de plus en plus comme entre guillemets nouvelles mesures barrières l'importance de l'aération, et c'est probablement aussi ça qui fait qu'on se fait un pic dans une période automnale où on est moins dehors, plus à l'intérieur et regroupé, et donc on a peut-être plus ce risque de se transmettre le virus, non pas par transmission directe via les gouttelettes des postillons puisqu'on porte nos masques, mais par cette transmission par l'aérosolisation. Voilà. Donc les mesures barrières, elles ont l'air quand même de fonctionner. Et on a quand même l'impression, alors on le saura mieux je pense avec le recul, mais que cette reprise d'épidémie, elle est venue effectivement de tout ce qui a été un petit peu festif, etc., rassemblement, que ce soit des jeunes, mais aussi de familles, etc.,
où là, bah, on n'a pas envie de prendre des précautions avec des personnes qu'on apprécie, qu'on aime, ou dans une ambiance festive. Et c'est ça qui fait que la circulation a augmenté. Jusqu'à présent, on avait le sentiment que les personnes qui attrapaient le Covid entre la fin de la première vague et le début de cette deuxième vague, la plupart savaient. Ils savaient ce qui faisait qu'ils l'avaient attrapé. Ils disaient « Ah bah oui, je sais, j'ai fait un resto » ou « Ah bah oui, je sais, j'ai fait ceci ou cela ». Là, à nouveau, on se retrouve avec des gens qui se disent « Mais je ne comprends pas, j'avais tout bien respecté et je l'ai attrapé ». Donc probablement, le fait après qu'il y ait une augmentation de la circulation fait qu'il y a plus de risques aussi de contamination par d'autres biais. Donc moi, par exemple, qui suis un peu parano, quand je monte dans le bus, j'ouvre les fenêtres. En particulier, l'autre jour, il y avait une dame qui n'avait qu'une visière. Donc la visière protège très mal, notamment des aérosols, mais aussi est moyenne au niveau postillon. Donc il faut mettre un vrai masque, tissu ou chirurgical. Et comme il y a ce risque d'aérosolisation, il faut aérer. Et c'est là où le masque type FFP2 protège mieux que le masque chirurgical parce que lui, il est beaucoup plus étanche aux particules fines des aérosols. Donc, si vous avez un risque de vous retrouver dans une pièce confinée, non aérable pendant longtemps et potentiellement avec des personnes en grand nombre ou des personnes contagieuses, à ce moment-là, ça vaut le coup d'augmenter le niveau de protection par un masque FFP2. Mais il est moins confortable. Comment vont les soignants, Aline, actuellement, là, dans les services hospitaliers? Comment ils se portent? Oh bah, c'est gentil de poser la question. Je pense qu'il y a une grande fatigue de beaucoup de gens. Je pense qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont un contre-coup, qui ont eu une espèce de gros coup de mou. Et les gens vont beaucoup moins joyeusement porter aide pour le travail en salle Covid parce que je pense que en fait, c'est quand même enfin, c'est déstabilisant ce changement brutal et devoir rechanger encore d'organisation, etc., sortir de ce qu'on a choisi, qu'on apprécie plus, etc., c'est déstabilisant. Donc, à la première vague, c'est vrai qu'on était un peu porté par cette espèce de sentiment, je ne sais pas s'il faut dire altruiste, enfin voilà. Là, on n'a pas cette émulation-là. Et je pense qu'il y a une grosse fatigue des soignants, en particulier des infirmières, des aides-soignantes de terrain, qui sont quand même les plus sollicités, qui sont en sous-effectif. Donc, il y a une fatigue. Mais bon, après, les gens sont prêts à faire. Et par contre, on est quand même plus à l'aise avec la maladie. Donc ça compense parce que du coup, on connaît, quoi. On est quand même... on est beaucoup plus détendu qu'à la première vague où on découvrait la maladie au fur et à mesure qu'on la soignait. Ça, c'est quand même un avantage. Et enfin, moi, je trouve sur la Lariboisière, on est quand même mieux préservé. On arrive un petit peu mieux à anticiper parce que ça monte, mais moins vite. Donc, on arrive mieux à s'organiser petit à petit. Et l'organisation aussi, elle est faite plus globalement au niveau de l'Île-de-France, avec beaucoup plus d'aide des structures privées en plus du public et tout. Donc, ça permettra quand même, je pense, d'avoir un truc aussi qui se mette en place de manière plus progressive. Mais je pense qu'il y a beaucoup de soignants qui vont faire des espèces de burn-out ou de trucs comme ça. Voilà. Alors, j'ai d'autres questions sur d'autres thématiques. On referme la page du Covid. Question sur, désolé messieurs, la ménopause et les douleurs, relation de cause à effet. Arrivée en préménopause, je ressens beaucoup plus de douleurs diffuses liées à ma PR, polyarthrite rhumatoïde. Y a-t-il un lien véritable de cause à effet? Alors, on sait qu'il y a un lien entre les hormones féminines et l'évolution de certaines maladies auto-immunes. Par exemple, le déclenchement de la polyarthrite rhumatoïde, c'est souvent
soit très jeune, soit en périménopause. On sait aussi, par exemple, que dans la polyarthrite rhumatoïde, la période de grossesse est souvent une période où la maladie est inactive. Donc, il se passe des choses et il y a probablement une influence des modifications hormonales dans cette maladie en particulier. Dans les autres rhumatismes, c'est peut-être un petit peu moins évident. En parallèle de ça, on sait que l'arthrose, et notamment l'arthrose digitale, l'arthrose des doigts, est une maladie donc, qui touche plutôt les personnes plus âgées. Et elle commence assez volontiers aussi aux alentours de la période de ménopause chez la femme. Et donc, la première question, je pense que je me poserais si un de mes patients me pose cette question, ce serait ça. Ce serait, est-ce que c'est vraiment la polyarthrite qui reflambe ou est-ce que finalement, on n'est pas sur le déclenchement d'une arthrose digitale qui est quelque chose que l'on voit vraiment fréquemment vers cet âge-là? Alors, les différences qu'on va rechercher après, ça va être sur la façon dont ça se manifeste. L'arthrose, elle est souvent un peu moins inflammatoire que la polyarthrite. Les zones qui vont être touchées au niveau articulaire en fonction. Notamment la polyarthrite, elle ne touche pas les articulations, la dernière articulation du doigt qu'on appelle l'interphalangienne distale, elle, normalement, elle n'est pas touchée par la polyarthrite rhumatoïde, contrairement à d'autres rhumatismes, alors qu'elle peut être touchée aussi par l'arthrose. Donc ça, c'est des petites choses comme ça qu'on va regarder, essayer d'évaluer le niveau d'inflammation par les prises de sang, éventuellement par une échographie, de voir des radios des zones douloureuses, pour comprendre, est-ce que vraiment c'est dans le cadre de la polyarthrite et à ce moment-là, est-ce que le déséquilibre hormonal aurait pu entraîner une recrudescence de la maladie ou est-ce que c'est autre chose qui vient se surajouter, qui peut aussi, par argument de fréquence, l'arthrose c'est un phénomène fréquent dans ces âges-là. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. On a quand même aussi un phénomène un peu inverse qui est que souvent avec le vieillissement, les maladies auto-immunes, elles ont tendance plutôt à perdre en intensité. Alors évidemment, je pense que certains d'entre vous me diront, bah, alors là, moi pas du tout, mais voilà, on a quand même ce phénomène aussi sur certaines maladies auto-immunes où finalement, avec le temps, les poussées se font moins fréquentes, on arrive à alléger les traitements, etc. Donc il y a des effets qui peuvent être contradictoires du vieillissement et en particulier des modifications hormonales féminines. Alors j'ai une autre question qui concerne les traitements. Étant traitée actuellement par Amgevita plus Metogect, je souffre d'un zona. Quel traitement puis-je prendre qui ne soit pas incompatible? Alors, donc le zona, hein, vous savez, c'est une infection, un virus qui s'appelle VZV, qui veut dire virus varicelle zona, et qui donne des petites bulles, comme les bulles qu'ont les enfants quand ils ont la varicelle, mais qui vont se localiser sur une zone qui correspond au territoire d'un tronc nerveux sur l'organisme. Donc, ça peut être par exemple la moitié du thorax, ça peut être parfois des zones oculaires ou des oreilles ou du visage, ça peut être aussi le long du nerf sciatique, par exemple. Voilà. Donc, ça va se diagnostiquer comment? On va ressentir des douleurs du coup de tonalité neurologique, donc ça va donner des brûlures, une sensation d'électricité, etc. C'est des douleurs qui sont souvent fortes. Et puis, on va avoir une éruption de petites cloques, vraiment comme des bulles de varicelle, hein, qui va arriver sur la zone douloureuse, hein, sur ce qu'on appelle un métamère en fait. L'infection se traite par un antiviral, hein, donc soit de l'aciclovir ou du valacyclovir. Ce traitement antiviral, il est proposé en fonction de l'intensité du zona et en fonction aussi du moment. C'est-à-dire le mieux, c'est quand on arrive à traiter tôt dans la survenue des symptômes et parfois, quand c'est un zona léger, peu douloureux, on n'est pas obligé de mettre le traitement. Et puis après, ce qu'il peut y avoir, c'est que l'infection en elle-même se calme, les vésicules cutanées cicatrisent, mais on peut garder des douleurs sur la zone qui avait été atteinte, séquelaires un petit peu, qu'on appelle les douleurs post-zostériennes, c'est-à-dire post-zona en fait, et qui peuvent donc perdurer sur la zone qui était douloureuse. Donc là, je ne sais pas pour la personne concernée de quoi il s'agit. Si elle en est à la phase aiguë du zona, bah là, c'est vraiment typiquement le cas où finalement on fait une infection
sous traitement immunosuppresseur, méthotrexate et Amgevita, qui est une biothérapie, un anti-TNF. Donc là, la conduite à tenir devant la survenue de cette infection, c'est voir le médecin traitant. Lui, il va vous dire s'il y a besoin d'un traitement antiviral. Puisqu'on a une infection, si c'est le moment de faire l'injection de biothérapie d'Amgevita, on va plutôt attendre, la reporter pour après l'amélioration du zona. Le traitement antiviral, il est tout à fait compatible avec les autres traitements. Et puis, par contre, si on est plutôt sur la phase où les vésicules ont guéri, l'infection en elle-même a régressé, on va plus pouvoir mettre un traitement des douleurs s'il y a des douleurs séquelaires post-ostériennes, et notamment, il y a ces fameux patchs de Versatis qui peuvent aider, il y a aussi des médicaments. La dernière chose, c'est que les personnes qui font des zonas, qui en ont déjà fait et qui en font de manière récurrente, on peut leur proposer parfois un traitement préventif des réinfections ou des poussées avec une prise d'antiviral à une dose moindre, mais au long cours. Merci. Olivier, tu as des questions? Oui, il y a une question sur la vaccination de nouveau. C'est dans le chat. En 2018, vous m'avez vacciné pour un antipneumococcique. Aujourd'hui, je recommence à avoir des soucis de respiration. Je siffle beaucoup, surtout le soir, avec des grosses quintes de toux. Cela fait environ 6 mois que ça recommence. Et est-ce que vous allez me revacciner? Alors, le vaccin contre le pneumocoque, c'est donc un vaccin qui permet d'éviter les pneumopathies ou les pneumonies à pneumocoque. Donc, le pneumocoque, c'est une bactérie qui donne ce qu'on appelle la pneumonie franche lobaire aiguë, c'est-à-dire ça vous donne tout un lobe du poumon qui devient tout blanc. C'est une infection très grave, hein. Le pneumocoque, c'est vraiment une bactérie très virulente et ça se traite par antibiotiques. Le vaccin contre le pneumocoque, il est proposé dès qu'on met en place un traitement de fond dans les rhumatismes inflammatoires, donc soit le méthotrexate ou les biothérapies ou les traitements de fond plus novateurs. Et c'est un vaccin qui se fait en 2 injections. La première s'appelle Prevnar 13 et la deuxième, 2 mois après, s'appelle Pneumovax. Avec ce vaccin, cette double injection, on est couvert normalement 5 ans. Et on peut être amené à faire un rappel 5 ans après du vaccin par un pneumovax à nouveau. Voilà. Donc là, si le vaccin date de 2018, il n'y a pas de raison de faire un rappel avant 2023. En revanche, l'apparition de symptômes respiratoires ou pulmonaires, si c'est des symptômes inhabituels et qui vous font évoquer la crainte d'une infection, etc., ça peut justifier au moins de voir le médecin traitant pour qu'il vous ausculte et éventuellement qu'il voit s'il veut faire une radio des poumons, hein. D'une manière générale, un vaccin protège, ça protège à l'échelle d'une population, et la prévention, c'est toujours quelque chose qui repose sur des probabilités, c'est-à-dire grâce à une mesure de prévention, je diminue la probabilité qu'un événement que je redoute survienne. Je fais un vaccin, je diminue la probabilité de faire la maladie contre laquelle je suis vaccinée, mais je n'aurai jamais un vaccin qui me protège à 100%. Donc, même si je suis vaccinée contre le pneumocoque, je peux quand même faire une pneumonie à pneumocoque. C'est juste que mon risque d'en faire une est beaucoup moins important que si je n'avais pas fait le vaccin. Donc, le fait d'avoir été vacciné ne change rien. C'est pour ça que quand on dit, par exemple, là, pour revenir au Covid, faites-vous vacciner contre la grippe, comme ça, si vous avez quelque chose, on saura que ce n'est pas la grippe. Ce n'est pas vrai. Parce que même si vous êtes vacciné, vous pouvez quand même attraper la grippe. Ce qu'on pense, c'est que si vous êtes vacciné, vous la ferez probablement moins forte. Mais vous pouvez aussi ne pas la faire, alors que sinon vous l'auriez faite. Mais vous pouvez aussi la faire quand même, hein. Aucun vaccin ne protège à 100% contre l'infection qu'il est censé prévenir. Donc, il faut quand même se faire consulter et se faire examiner si on a des symptômes atypiques. Et si c'est plus des symptômes un peu chroniques, des sifflements, des choses comme ça peut faire penser asthme. Si ce sont des choses plus chroniques, déjà vues avec le médecin traitant, il n'a rien trouvé de spécial, à ce moment-là, est-ce qu'il faut aller jusqu'à un avis spécialisé auprès d'un pneumologue? Là, c'est à rediscuter avec votre médecin. On a une autre question sur les traitements
Bonjour, avez-vous déjà observé l'apparition d'une dépression après la mise en place du traitement par Amgevita? Bah, c'est drôle, enfin c'est drôle, je sais pas, mais oui. Drôle. Justement, j'en parlais en fait avec la dame que j'ai vue en consultation tout à l'heure. Donc, de plus en plus, on parle effectivement d'impact des biothérapies sur l'humeur, c'est-à-dire sur la dépression, l'anxiété, l'agitation psychomotrice, etc. C'est quelque chose qui n'était pas beaucoup décrit avant, mais peut-être aussi par un certain niveau de pudeur des patients, je ne sais pas. Mais effectivement, avec les anti-TNF, avec les anti-L17, avec les anti-interleukine 23, on a pu observer des phénomènes de décompensation ou de dégradation de l'humeur, des dépressions, des choses comme ça. Donc, c'est pas que vous qui vous faites des films. Effectivement, c'est un phénomène que l'on a déjà observé, qui peut arriver. Et si ça prend une ampleur trop forte, il faut vraiment que vous nous en parliez parce que ça peut être une excellente raison pour changer de traitement, même si par ailleurs il marche bien. C'est pas acceptable. Si vous allez bien mais que vous êtes déprimé, ça va pas vraiment résoudre votre qualité de vie. Donc, à ce moment-là, ça vaut le coup de changer de traitement. Et ce n'est pas parce que vous avez eu cet effet avec une molécule d'un mécanisme d'action que ça le fera forcément avec les autres. Mais de plus en plus, il y a des théories sur l'impact du système immunitaire sur la dépression. Et c'est vrai que cet effet indésirable semble laisser penser que c'est quelque chose qui a un lien. Merci. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Olivier? Non, plus de questions. Eh bien, c'est super. Eh bien, écoutez, merci. On a tenu notre timing. J'ai été très, très bavarde. On va très prochainement vous communiquer des nouvelles dates. Ce qu'on proposait d'essayer de faire, c'était peut-être d'essayer d'alterner, d'avoir à peu près, à raison d'une fois sur deux, des interventions plus thématiques sur, voilà, un peu sur le modèle de ce qu'on a eu la chance de pouvoir faire avec Christophe André, et puis une fois sur deux, plus côté comme ça, questions en vrac. J'en profite, moi j'ai quelques idées que j'ai notées qu'il va falloir que je soumette à Clémence et Olivier et Françoise et Sophie pour savoir si ça vous branche qu'on aille dans ces directions-là. Mais vraiment, 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 si vous avez des envies de thématiques, que ce soit des thématiques médicales ou paramédicales, entre guillemets. Si vous avez aussi, je ne sais pas, des personnes autour de vous que vous connaissez et que vous trouvez que ce serait intéressant de les faire participer, intervenir, et qui auraient voilà, je sais pas, qui auraient des connaissances à partager avec nous. On est très, très ouvert à toute idée, suggestion que vous pourriez avoir. On est là pour vous. Donc, le but, c'est avant tout de répondre à vos envies, vos besoins et vos questions. Donc, n'hésitez pas. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Françoise et Sophie sont les deux patientes expertes, patientes ressources, patients partenaires, qui travaillent avec le service de rhumatologie avec nous. Et elles sont très utiles. Vous D'ailleurs, retrouvez le voilà, ça replay? aussi, je me permets, mais Vas-y. si certains d'entre vous ont envie et la possibilité de participer un peu à la vie finalement de notre service, de nos programmes, etc., n'hésitez pas aussi à nous envoyer un petit mot et on peut tout à fait profiter des contributions des uns des autres à la hauteur, bien sûr, de vos envies et de vos possibilités. Voilà, le replay sera donc bientôt, on ne sait pas encore quand, sur notre chaîne YouTube Vico TV, quand Olivier nous l'aura préparé. Effectivement, bonne soirée à tout le monde et puis à la prochaine fois. Merci à tous, au Au revoir. revoir.